Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler de la violence, des violences en entreprise. On va parler de prévention, bien sûr, de dialogue. On va essayer de comprendre ce qui se passe en entreprise et pourquoi ce sujet des violences est un peu passé sous les écrans radars. On va parler des souffrances aussi endurées par ceux qui subissent ces violences. Ça peut provoquer des burn-out, des dépressions nerveuses. Et donc, c'est évidemment préjudiciable pour l'entreprise. On en parle avec 3 invités, 3 expertes de ce sujet. À mes côtés, Olivia Copin. Bonjour Olivia. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement dans notre émission Le Cercle des Experts, fondatrice Just Business. Et vous avez créé une entreprise de formation. Ni victime, ni bourreau. Et j'allais dire, vous évangélisez dans les entreprises sur ces sujets, puisque votre concept, c'est on peut être un jour victime, et puis un jour, on peut être aussi un bourreau. Merci d'être là. Marina Bourguin, merci d'être avec nous, enseignante, chercheuse et professeure à l'ESC Clermont Business School. Et vous êtes une spécialiste de ce sujet. On va vous entendre dans quelques instants. Et vous venez régulièrement sur ce plateau, mais avec Sabrina Pérugien, vous êtes maître de conférence en GRH et management à l'université Savoie-Mont-Blanc et vous avez travaillé ensemble sur quoi on l'appelle comme une étude, un cas pratique. Un cas pratique, une étude de cas, un jeu de rôle sur les violences au travail. D'ailleurs, un mot, parce que vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois, vous le déployez ce cas pratique, c'est-à-dire que j'imagine que vous faites le tour de France avec ce cas pratique, j'imagine, vous, quand on n'est pas de rester à Chamonix ou à Clermont-Ferrand. Le cas est disponible en fait. Il peut être acheté sur la centrale CCMP. Ouais. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc c'est un cas qui permet évidemment de le déployer sans que physiquement vous soyez là. Voilà, c'est clé en main. Revenons au début de ces violences. Olivia Copin, vous êtes avocate, de formation et c'est intéressant de le préciser. Comment est né ce concept, cette idée de... on constate qu'il y a des violences, mais le monde n'est pas blanc et n'est pas noir. C'est ça que vous nous dites en fait. C'est plus subtil que cela, la violence. C'est pas jour, nuit. Alors, la première vague, cette première prise de conscience autour des violences au travail, qui est une des conséquences aussi de la vague MeToo, qui s'est répercutée aussi sur le monde de l'entreprise. Effectivement, on a beaucoup focusé sur les victimes parce que c'était important de libérer la parole. Moi, j'ai travaillé vraiment dans différents, que ce soit dans les cabinets d'avocats, dans des agences de conseil, dans les entreprises. Et le constat que j'ai pu en faire, du fait aussi de mon expérience en tant que coach, c'est que, évidemment, au cours d'une carrière, on peut être victime, effectivement, mais on peut être aussi auteur. Et qu'il fallait absolument projeter la lumière sur les auteurs, parce que tant qu'il y aura des auteurs, il y aura des victimes. Et finalement, l'idée, c'est d'arriver à avoir un temps d'avance sur la violence au travail, en sensibilisant dans les organisations les potentielles victimes, mais les potentiels auteurs. Parce que finalement, il y a 3 catégories d'auteurs. Vous avez les auteurs conscients, ils font un peu partie, c'est 4% de la population. Vous avez les vrais pervers narcissiques, les sadiques, les sociopathes. Qu'on range dans la catégorie harceleurs ? Alors, qui sont souvent harceleurs, voilà. Et puis le 96% du reste, en fait, c'est des gens comme vous et moi. Maladresse ? Alors, auteurs non conscients, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout conscience de l'impact négatif et de la souffrance qu'ils peuvent causer aux autres. Ou vous avez aussi, nous on en coach aussi, des auteurs conscients, mais qui vont légitimer leur action parce que quelque part ils ont en souffrance. C'est-à-dire que les auteurs sont aussi en souffrance. C'est vrai. Ils ont un sentiment d'injustice, ils ont un sentiment de ne pas être compris, ils peuvent percevoir l'autre comme un ennemi. Donc reportent sur l'autre leur frustration ou leur douleur. Voilà, et donc l'idée c'est qu'au cours d'une carrière, effectivement, on peut être victime et auteur, mais aussi quand on est bourreau, on peut être aussi soi-même victime d'une hiérarchie, et c'est une espèce de cercle vicieux qui va se reporter tout au long de la chaîne. Et c'est ça qu'on a voulu cibler avec cet organisme de formation. Mais est-ce que vous avez déterminé, Sabrina et évidemment Marina, mais est-ce qu'on peut déterminer, là on voit des typologies de profils sociologiques de ceux qui peuvent être des harceleurs ou des gens qui génèrent de la violence. Quelles sont les causes des violences ? On les connaît ? Les causes, ça a été un peu évoqué ici, mais je voulais peut-être juste préciser un point, parce qu'effectivement, on est sur une diade ni victime ni bourreau pour vous, mais nous, on travaille sur les acteurs tiers. Donc les personnes qui sont spectatrices, en fait, de ce type de situation. C'est très complémentaire. Hein. Voilà, c'est plutôt... Pour nous, on est très... on assiste à la scène, et qu'est-ce que je fais quand je vois un truc qui me choque ? Voilà, est-ce que j'interviens ? Est-ce que j'apporte mon soutien ? Est-ce que, au contraire, je fais silence ? Ou au contraire, est-ce que je jouis de la souffrance d'autrui ? On en avait parlé la dernière fois. Tout à fait. La Schadenfreude. Et en fait... ce sont ces personnes-là, en fait, c'est au moins ces 3 publics qui doivent agir, en fait, pour mettre un terme, en tout cas prendre conscience de ce qui se passe, ne pas être insensible, en fait, à la souffrance de l'autre. Et l'intervention, ensuite, elle nécessite malgré tout un peu de courage. Marina, peut-être que tu pourras en dire aussi un mot là-dessus. Le courage à oser prendre la parole, parce qu'on se met soi-même en péril, donc c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui peut devenir un héros, entre guillemets, puisqu'on peut être le héros de sa propre situation de violence, mais aussi on peut espérer une main tendue. Excusez-moi d'utiliser
le mot fort, mais quand vous me parlez de ce sujet déjà dans l'émission, je me transpose dans ce qu'on a vécu pendant la guerre, je me transpose dans des grands moments de notre vie où on avait des hommes et des femmes ont eu des choix à faire, de dénoncer, de ne pas dénoncer. Enfin, excusez-moi, ça ressemble à ça quand même. C'est-à-dire qu'on est touché dans sa conscience. Parce que quand on assiste, il y a 4% des salariés qui, on va voir le chiffre, qui ont un bon niveau de connaissance et identifient clairement une situation de harcèlement. 4% seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils ne voient pas, ils n'ont pas compris. Pourtant, il y a des choses qui sont évidentes. Et pourtant, ils se taisent. C'est quoi? C'est la peur de perdre son emploi? C'est la peur de s'engager? C'est la peur d'être sanctionné? Qu'est-ce que ça dit de nous? Ouais. Moi, je voudrais rajouter un point sur... donc, il y a les acteurs et puis il y a le système. C'est-à-dire, finalement, il y a les règles dans l'entreprise, dites ou non dites, ce qui est acceptable, non acceptable. Les codes non dits de l'entreprise. Absolument. Il y a une culture organisationnelle qui est là, qui existe, dans laquelle les individus s'insèrent. Et je pense que c'est aussi un des points sur lesquels nous, on cherche donc à aller travailler. À chaque fois qu'on est dans un environnement qui rentre sous pression, c'est le cas dans nos études de cas, il y a potentiellement un dysfonctionnement autour des règles. Et quand il y a un dysfonctionnement autour des règles, les acteurs sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai pour le bourreau qui utilise le fait qu'il y a une pression. Ça lui laisse de la place. Voilà. C'est vrai pour la victime qui se dit est-ce que je suis moi-même finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? C'est peut-être de ma faute. Il y en a beaucoup qui le disent. Voilà. C'est peut-être moi qui ai provoqué ça. Et le problème, c'est justement si les tiers ne réagissent pas, en fait, ils sont en train de crédibiliser ce qui est en train de se passer. Je sais que ça vous tient très à cœur et j'ai vraiment fait l'effort de lire. La France ratifie le traité sur la violence et le harcèlement au travail. Donc c'est une ratification qui remontait à 2021 parce qu'Elisabeth Borne l'avait annoncé. On est aujourd'hui en 2023. Ratification qui va obliger et qui oblige d'ailleurs l'État français à prendre des mesures concrètes dans les entreprises. Alors tout n'est pas encore réglé quand on lit la ratification parce qu'il faut que les entreprises aussi mettent en place des règles contraignantes pour contraindre et condamner. Mais pour rester un instant sur la sociologie, ce qui est quand même un pas quand même assez intéressant que fait la France, c'est le 5e pays européen à ratifier cette convention, la C190. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, quand vous réunissez dans cette salle? Parce que votre objectif, c'est de faire se rencontrer les bourreaux et les victimes. Est-ce qu'elles se parlent? Est-ce que la parole se libère sur ce sujet? Oui, alors effectivement, dans les différents outils qu'on a, on a l'outil conférence qui permet d'intervenir dans une organisation et de rassembler toutes les équipes. Donc on sait que dans une même pièce, on a à la fois les auteurs et les victimes. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, justement, dans l'idée de la violence au travail, vous compariez ça à une espèce de guerre. C'est sûr qu'en fait, il y a une chaîne de responsabilité qui fait qu'en fait, personne n'est coupable, mais on est tous responsables. Donc vous avez évidemment le rôle de la victime, le rôle de l'auteur et aussi les témoins. Et en fait, souvent, quand on dit aux victimes... On est trois dans cette affaire, en fait. Voilà. Pourquoi tu n'as pas parlé? Mais parce que, du coup, c'est vrai que l'indifférence permet cette culture de la violence. Parce que, du coup, on va minimiser, on va se demander si c'est soi. Et du côté des auteurs, moi j'ai beaucoup d'auteurs qui me disent mais je comprends pas, personne de mon équipe me l'a dit. Personne de mon équipe n'est venu voir. Moi, jusqu'ici, je pensais que j'allais bien. Or, et ce que vous dites, c'est très intéressant sur le seuil à fixer dans l'organisation. Parce qu'on a tous un rapport assez intime avec la violence. Ça va dépendre de notre parcours de vie, de la manière dont on a été éduqué. Il y a des personnes qui se confrontaient à la violence depuis très jeune. En fait. Donc, pour eux, c'est banal? Pour eux, c'est banal de dire à quelqu'un ferme-la. Ou c'est pire. Voilà. Ou c'est pire, ouais. On a des niveaux de sensibilité qui peuvent être accrus lorsqu'on est confronté. Parce qu'on a été blessé et qu'on est sensible à fleur de peau. Et donc, du coup, c'est un peu comme la pub. Bon, venez comme vous êtes. Oui, alors l'organisation, elle doit fixer un seuil. Voilà. Et les fameuses règles fixées par cette convention, d'ailleurs. Et donc, c'est un pas très fort parce que je pense que ça va donner un cadre juridique à cette vague qui est en train de se mettre en place et qui est très bonne pour la... Sabrina, Marina, juste un mot, Olivia, quand même. Est-ce qu'on est dans un rapport hiérarchique? C'est-à-dire que ceux dont vous me parlez, qui disent « mais je ne comprends pas, personne ne m'en a parlé », est-ce que ce sont des gens qui sont des managers et qui ont donc aussi une puissance hiérarchique qui leur permet d'agir de cette manière? Oui, alors c'est souvent des managers parce qu'il y a déjà le lien de dépendance économique et puis il y a l'ascendant, c'est-à-dire il peut y avoir aussi l'admiration. Nous, on fait beaucoup de formations aussi sur la notion d'emprise au travail. Oui. Et puis parfois, c'est pas forcément des managers directs, ça va être des personnes qui vont être très identifiées dans l'entreprise avec une certaine aura. Mais il y a aussi quand même du harcèlement entre les... Il y a aussi cet harcèlement qui est quand même horizontal, c'est-à-dire des collègues qui sont pas intégrés. Moi, ce que je viens toujours expliquer, l'exemple que j'aime bien donner auprès des grandes écoles
école notamment, c'est le collègue où on s'amuse toujours, tiens, on va pas l'inviter à déjeuner. On l'isole. On va l'isoler. Et cette personne... Excusez-moi, ça ressemble à l'école. Moi, j'ai travaillé assez longuement sur le harcèlement à l'école. C'est exactement ces mécanismes-là qui conduisent un enfant à dire à ses parents, je vais me suicider quand même. Hein. Pour moi, il y a vraiment la même chose, un lien. Il y a vraiment un lien entre le harcèlement scolaire et le harcèlement dans les organisations, parce que déjà, j'ai remarqué que beaucoup de victimes de harcèlement moral ont été victimes de harcèlement scolaire. En fait, c'est des personnes qui arrivent sur le marché du travail avec une estime de soi déjà un peu abîmée. Abîmée, exactement. Y compris pour les auteurs. Et d'ailleurs, à l'école, on s'intéresse maintenant aussi aux auteurs d'harcèlement scolaire, parce que ce sont des enfants en souffrance. Et bien, au même titre, les adultes, il faut s'en occuper. Voilà. Et risquent de reproduire aussi leur... On se débarrasse de quelqu'un, on le licencie, il refera la même chose dans Marina, juste, vous avez des cas pratiques qu'on peut déployer, on peut d'ailleurs s'appuyer sur votre cas pratique, qui sont des travaux de chercheuses, très intéressant d'avoir ces travaux. Concrètement, est-ce que la France va assez loin, juste pour faire écho à notre convention, et est-ce que les entreprises ont bien les bons outils pour répondre à cela? Parce que vous me parliez de culture d'entreprise, de règles un peu disruptées, mais si on fixe des cadres, et qu'il y a de la prévention, qu'il y a du dialogue et je dirais des DRH qui prennent ça en main, est-ce qu'on ne réduit pas le risque quand même? Alors, quand même, je voudrais juste rajouter un point sur la question de seuil et de notion de harcèlement. Je crois qu'un point très important de la Convention 190, justement, c'est d'apporter la notion d'attitude raisonnable. C'est ça. Je pense que s'il peut y avoir une discussion au sein d'un collectif sur qu'est-ce qu'une attitude raisonnable, là, on va toucher les différentes sensibilités. Donc, je pense qu'il faut vraiment repartir des sensibilités des individus. Mais elle est normée, l'attitude raisonnable. Pour certains, l'attitude raisonnable, c'est de hurler quand on entre dans un bureau. Il va dire, mais pour moi, c'est quoi une attitude raisonnable? Absolument. Et c'est là, je pense qu'en collectif, il faut qu'il y ait cette discussion. Cette discussion. Donc un dialogue. On met le dialogue. Au Québec, il y a des choses très intéressantes qui se font autour d'un modèle qui s'appelle PASA, qui rejoint la question de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais aussi l'action. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu en avance, savoir exactement à qui il faut vous adresser, sur quel canal. Tout ça, ça doit pouvoir être affiché dans l'entreprise. Sabrina, la Convention 190 évoque l'idée quand même de mettre en place des sanctions pour les employeurs ne disposant pas d'un plan de lutte contre la violence. Là, des choses deviennent concrètes. Aujourd'hui, à travers les travaux de recherche que vous avez faits, toutes les deux et vous seuls, est-ce que les entreprises ont ces plans de prévention contre la violence? Déjà, il y a une obligation au niveau du Code du travail à faire en sorte que justement certains comportements soient prohibés, qu'on s'assure aussi en tant qu'employeur que les salariés aient un environnement de travail sain et sûr. Donc ça, c'est une obligation légale qui est déjà en place. D'accord. Là maintenant, ce qu'on retrouve avec cette ratification-là, donc qui entrera en vigueur en France dans un an. C'est ça. Donc le 12 avril 2024. C'est lent. Il faut structurer tout ça, il faut le lancer. Et justement, il y a une rapporteure, en fait, une sénatrice, Nicole Duranton, qui a travaillé aussi sur ce sujet et qui notamment indique aussi l'importance à intégrer les violences domestiques donc c'est un écosystème global. Absolument. Il faut traiter toute la chaîne. Il faut éviter de sortir de c'est la vie privée et vie professionnelle, c'est beaucoup plus poreux que ça. C'est-à-dire qu'une femme qui peut subir des violences dans son couple et qui est donc en situation d'être soumise à cette situation peut elle-même subir des choses dans l'entreprise. Il peut y avoir un effet miroir. C'est-à-dire qu'une personne qui vivrait une situation de violence, pas forcément conjugale, la violence domestique, ça peut être un enfant qui frappe son père ou sa mère également. On va arriver en retard, donc là il y a des indicateurs aussi pour les managers, d'où l'importance de les former aussi pour qu'ils puissent repérer en fait les signaux faibles ou moins faibles. Donc une personne qui va changer de comportement, qui sera plus irascible, qui signaux faibles. moins aussi. Voilà, les signaux faibles, il faut même les repérer. Je voulais pas qu'on oublie un élément parce qu'on est trois dans cette situation de violence. Ça, c'est important de leur dire. Il y a celui qui subit, il y a celui qui crée cette violence, et il y a celui qui observe. Il faut quand même garder en tête que. Et puis il y a un quatrième acteur dont on parle pas. Moi, il y a quand même les CSE, il y a les syndicats, il y a quand même tous ceux qui dans l'entreprise sont des relais. Ils sont absents. Concrètement, parce que moi je cherche la solution aussi dans ce débat. Je me dis, comment on aboutit? Alors concrètement, du coup, en tout cas sur le terrain, ce que je peux constater, c'est que c'est un peu la dernière solution de recours. Donc en fait, c'est quand vraiment quelque chose de grave s'est passé. Non, là je vais voir le délégué. Où la personne est à 2 doigts d'être en burn-out et donc elle va aller voir. Alors l'idée, c'est justement d'avoir des personnes de confiance
en amont. Nous, on fait beaucoup. Comme le référent Covid, on pourrait avoir. Exactement. Oui. Nous, dans les entreprises, on intervient beaucoup en ce qu'on appelle ça du home coaching, hein, c'est-à-dire qu'on met en place des coachs pour les salariés, justement. C'est des professionnels de l'écoute qui sont là 1 ou 2 fois par mois ou en fonction des besoins. Et on va être à l'écoute de tous les salariés, quels que soient les échelons. Parce que quelque chose qui est vrai, c'est que la violence au travail, ça ne concerne pas que les managers. Vous avez des chefs de stagiaires qui déjà parlent aux stagiaires de manière absolument hallucinante. Donc en fait, les tyrans, on peut les identifier assez tôt dans le circuit. En fait, on n'est pas forcément en haut de l'échelle. On peut aussi très bien tyranniser son stagiaire. Sur la question du dialogue social, nous, on avance donc l'importance d'avoir une approche concertée et on a lancé dans la revue Cadre un article de 7 pages qui justement incite les représentants syndicaux à s'emparer de ce sujet. De cette question pour négocier des accords collectifs en entreprise, parce qu'il faut absolument, au moment où vous prenez une action réparatrice ou une action de protection d'une personne, il faut que les mécanismes aient été déjà mis en place. Il faut qu'ils aient été identifiés et il faut qu'ils soient donc présents. Il ne faut pas commencer à construire un réflexe ou à construire une forme de réparation à chaque fois sur un problème. En fait, il faut avoir il faut normer, il faut quelque chose de plus charté, qui permet d'avoir une procédure, qui permet aux DRH aussi, de vous à moi, pouvoir être encadrées, parce qu'elles ont souvent une difficulté. Elles se disent, mais attendez, il nous est essentiel dans l'organisation de l'entreprise, c'est quelqu'un qu'on a recruté qui nous coûte cher, et en même temps, je m'aperçois que c'est des cas de conscience pour l'entreprise. Oui. Je veux dire, au-delà de ce que subissent les victimes. Alors, souvent, après, c'est des personnes qui se font coacher, qui se font accompagner, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on explique aussi dans les conférences, c'est quand on comprend bien l'impact de la violence, à la fois sur la victime, mais sur les auteurs. En fait, il faut leur faire comprendre aussi que c'est des personnes qui n'arrivent pas à constituer une équipe. Il y a beaucoup de turnover, donc à un moment donné, ça va avoir un impact sur leurs objectifs, et ils mettent aussi en péril les objectifs de l'organisation avec le risque réputationnel. Aujourd'hui, la violence au travail est devenue un risque réputationnel énorme, que ce soit pour les cabinets d'avocats ou pour les entreprises. C'est pas bon pour l'entreprise que d'avoir ce genre de profil. Voilà, donc il faut que ça rentre en fait il faut que ça devienne un sujet business, et c'est en train de. Oui, vous avez raison. Et en bout de chaîne, regardez. L'équipe est partie à la moitié. Sabrina, un mot. Mais je voulais surtout réagir parce qu'effectivement, maintenant, l'image de marque d'une entreprise, ça fait partie de son actif immatériel, stratégique, donc elle ne peut pas avoir des scandales à répétition qui soient médiatisés, ça c'est un fait. Ça sort peu, hein, je m'autorise. On a peu de scandales. On a eu des scandales de harcèlement, il y a eu MeToo, mais sur ces questions de violence, je trouve que c'est à bas bruit. Ça se vit plus en larmes dans sa voiture que dans les médias. Oui, mais disons que maintenant, il y a des réseaux sociaux qui permettent aussi, même de façon anonyme, de cibler, de dénoncer en fait certaines pratiques. À côté de ça, la marque employeur aussi, parce que Marina aussi travaille beaucoup sur la marque employeur, ça a une incidence. Si on veut capter les talents, il vaut mieux avoir un comportement plus ou moins. Et tout le monde se connaît en fait dans les milieux. Oui, ça parle. Donc même si c'est pas forcément médiatisé, on se connaît plus. Oui, le manager toxique est repéré, quoi. On sait qu'il y a telle personne dans tel département, et bizarrement les gens ne viennent pas. Il y a une rotation de personnel très forte aussi, parce que les gens ne sont pas, ils se sont pas soutenus. Donc pourquoi je vais m'engager corps et âme pour une entreprise qui ne me considère pas? Je l'ai pas précisé, mais un salarié sur 3 a été victime. Ça, ce sont les études Cali Social, études sérieuses que vous connaissez. 4 salariés sur 10 ont été témoins. Un manager sur 3 a le sentiment d'en avoir déjà été auteur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience. Donc lui, il se dit, oh là là, je suis peut-être allé loin. Et une entreprise sur 8 a instauré toutes les mesures obligatoires en attendant celles qui seront imposées ou ratifiées ou découlant de la convention 190 qui a été ratifiée. On est au début de quelque chose là quand même. Oui, ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est qu'il y a une personne sur 3 qui se dit victime et une personne sur 3 qui se dit auteur. Donc ça revient à votre concept. Et nous, quand on arrive dans les organisations, la première chose que je demande, c'est est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà été victimes? Tout le monde lève la main. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà été auteurs? Personne ne lève la main. Je leur dis mathématiquement, c'est pas possible. Donc il faut aussi arriver à désacraliser, se dire, en fait, il faudrait qu'on puisse dire en tant que manager, je me suis déjà trompé, ça s'est très mal passé. Examen de conscience et fine. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour du coup améliorer ça? Et vous avez la culture du feedback qui est très importante. C'est des règles de savoir-vivre. Et puis, excusez-moi, le traitement de la vie de cet homme, c'est compliqué pour l'entreprise d'aller jusque dans sa vie privée, mais souvent on voit aussi que des comportements toxiques viennent aussi de la vie en période de divorce, difficultés affectives, des gens qui ont vécu des drames et ils sont managers.
Et des fois, Et ils viennent avec ça dans l'entreprise. c'est ça. Et des fois, il faut aussi pouvoir permettre aussi aux personnes, en tant qu'employeur, il faut avoir un peu plus de souplesse dans les horaires de travail, peut-être parfois changer le numéro de téléphone de la personne pour pas qu'elle soit harcelée par le conjoint en divorce, parfois changer le bureau, parfois même l'aider aussi à déménager. Il y a je crois que c'est 1% logement dans le privé du coup, pour pouvoir faciliter justement tout ça. Et ça, ce sont aussi des actions que l'employeur peut faire. C'est pas être en immixtion en fait dans la vie privée du salarié, mais en protection et en... Voilà, on l'accompagne. Merci à vous, mesdames. Je serais resté encore une demi-heure avec vous parce que ce sujet, ça passe trop vite, évidemment. Mais on va continuer à suivre ce sujet, notamment les enjeux de ratification de cette convention et voir comment l'État français s'empare de ce sujet. On parle beaucoup de travail, la Première ministre en a parlé. Vraiment désolé et merci d'être venue sur le plateau, Marina Bourguin, enseignante chercheuse et professeure à Clermont Business School. Merci à Sabrina Pérugien, vous êtes maître de conf en GRH et management à l'université Savoie-Mont-Blanc, vous avez beaucoup de chance. Et merci Olivia Copin, fondatrice de Just Business, et ni victime ni bourreau, avec des conférences, avec un travail de pédagogie et des coachs, home coach. Home coach. Et coach aussi. Et coach. Oh là là, que de mots anglais. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Nous sommes très en retard.